Cet après-midi, au lendemain du centenaire de sa mort, je vous raconte l'inventeur du totalitarisme communiste qui deviendra le premier président de la toute jeune URSS, ou la véritable histoire de Lénine, le guide de la révolution russe. 100 ans après sa mort, qu'incarne aujourd'hui Lénine ? Quel a été l'itinéraire de cet homme avant son arrivée au pouvoir en 1917 ? Comment a-t-il propagé le feu de la révolution à toute l'Europe ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Trempé de sueur, Vladimir Ilitch Ulyanov se retourne dans son lit étroit, il hurle de douleur. Sa tête soudain part en arrière, sa respiration devient sifflante, puis les mains retombent sur les draps. Il est 18h50, ce 21 janvier 1924, il y a presque 100 ans, jour pour jour. Le maître de l'URSS est mort. Lénine, le guide bien-aimé, le Vosge, vient de succomber à une nouvelle attaque cérébrale. C'est un séisme. À Moscou, à Paris, à Berlin, dans le monde entier. 6 ans plus tôt, en octobre 1917, Lénine avait réussi l'incroyable exploit de prendre le pouvoir en Russie avec le petit parti bolchevique qu'il avait lui-même fondé, une faction communiste parmi d'autres. Lui, l'intellectuel intransigeant, l'homme de livres et de discours, avait créé le premier État socialiste de la planète. Puis en quelques années, au prix d'une terrible guerre civile, il avait littéralement disloqué l'Empire, inventant une dictature implacable, avec à sa tête un parti unique ne tolérant aucune opposition. Les massacres, les famines, les déportations, rien ne l'avait détourné de son but, le triomphe de la Révolution. 5 jours après sa mort, devant le congrès des soviets, Staline promet solennellement: nous te jurons, camarade Lénine, de consacrer notre vie à consolider l'union des travailleurs du monde entier, l'internationale communiste. Lénine est mort, vive Lénine. Les maîtres du Kremlin, à l'instar des anciens Égyptiens, décident d'embaumer son corps comme pour lui conférer la vie éternelle, puis de l'exposer dans un mausolée érigé sur la place Rouge. Lorsque nous douterons de la Révolution ou serons sur le point de nous tromper, lit-on dans un journal ouvrier, il suffira d'aller contempler Lénine et il nous remettra dans le droit chemin. Le pari de la postérité sera gagné. Non seulement l'URSS survivra à son fondateur dans l'exacte structure qu'il avait imaginée pendant plus de 6 décennies, mais sa pensée, baptisée le marxisme-léninisme, modifiera le cours de l'histoire du XXe siècle d'un bout à l'autre de la planète, de la Chine à Cuba, de l'Europe de l'Est à l'Afrique. 100 ans après sa mort, en 2024 donc, Lénine, régulièrement réembaumé sous son sarcophage de verre, reçoit toujours les visiteurs au pied du Kremlin. À condition d'ôter son chapeau, on peut aller voir à quoi ressemblait l'homme qui mit le monde sans dessus-dessous. Petit, chauve, une barbiche et des traits légèrement asiatiques. Mais ce qu'on ne distingue pas en observant sa momie, son vrai secret, c'est la certitude qu'il a eu toute sa vie d'avoir toujours raison, seul contre tous. Je vous raconte cet après-midi un homme qui rêvait de faire le bonheur de l'humanité à n'importe quel prix. En 1924, la jeune URSS sait qu'elle doit tout à Lénine, son fondateur qui vient d'être emporté par la maladie à 53 ans. Pour ne rien perdre du grand homme, ses camarades du Politburo ne se contentent pas d'embaumer son corps. Ils décident au moment de l'autopsie de faire découper son cerveau en 31 000 fines tranches avec l'espoir de percer un jour le secret de son génie. Lénine est pour toujours leur phare indépassable. Mais d'où vient donc ce surhomme capable de susciter une telle dévotion ? Vladimir Ilitch, futur champion autoproclamé des damnés de la terre, est né dans une famille unie, prospère, bourgeoise même, le 10 avril 1870. Il est le 3e d'une fratrie de 6 enfants. La famille Ulyanov est alors en pleine ascension sociale. Ses grands-parents maternels sont des propriétaires terriens. Sa mère, excellente pianiste, parle français et anglais. Son père Ilya fait partie des notables de Simbirsk, une petite ville de province de quelques 40 000 âmes située sur la Volga à 1500 km de Saint-Pétersbourg. Professeur de mathématiques très cultivé, Ilya devient inspecteur et directeur des écoles publiques de la province, puis est promu conseiller d'État, ce qui fait de lui un noble. La famille vit confortablement dans une maison à étages, spacieuse avec plusieurs serviteurs. C'est par l'émancipation intellectuelle que la Russie va se moderniser, professe le chef de famille. Les enfants sont élevés dans le culte des livres et des études. On leur vante les bienfaits de la discipline et du travail. Tout est harmonie chez les Ulyanov. Mais la Russie de l'époque n'est pas un long fleuve tranquille.
L'immense empire de plus de 120 millions d'habitants est difficile à gouverner. Quel contraste entre ses possessions occidentales, la Pologne, la Finlande, les provinces baltes, tout entières tournées vers l'Europe, et les immensités asiatiques vers l'Est et le Sud, un espace peu développé encore, quasi colonial. Alexandre II, le tsar libérateur, s'est lancé dans une série d'audacieuses réformes libérales. En 1861, il a aboli le servage. Mais ce n'est pas assez vite en tout cas. Il est assassiné 20 ans plus tard dans un attentat à la bombe commis par un groupe terroriste qui veut abattre le régime en le frappant à la tête. Vladimir, lui, a rejoint le lycée et le fils de l'inspecteur des écoles excelle. Exceptionnellement doué et constant dans son enthousiasme et son sens de la précision. L'élève Oulyanov a toujours été premier de sa classe, écrit un professeur qui ajoute toutefois « Je me dois de mentionner son isolement excessif ainsi que son caractère généralement asocial ». Un camarade de classe complète le portrait. Même pendant les récréations, Oulyanov ne posait jamais ses livres et étant myope, il restait généralement près de la fenêtre, perdu dans sa lecture. Il était extraordinairement capable, possédait une vaste mémoire et se distinguait par sa curiosité scientifique insatiable et une remarquable capacité de travail. Un vrai petit génie, je vous dis. Mais 2 drames vont coup sur coup frapper le clan Oulyanov. En 1886, le père meurt prématurément, frappé par une hémorragie cérébrale. Puis c'est Alexandre, le frère aîné, parti faire ses études à Saint-Pétersbourg, qui rejoint un complot pour assassiner le nouveau tsar. Arrêté par la police, il revendique haut et fort sa responsabilité. Dans le programme qu'il a rédigé, il réclame la nationalisation de la terre et l'instauration d'une démocratie. Alexandre est pendu le 11 mai 1887. Il avait 20 ans. Vladimir perd son modèle et son mentor. Bientôt, il prendra à son tour le chemin de la révolte. En 1893, Vladimir Ilitch, devenu avocat, s'installe à Saint-Pétersbourg. Il se lance aussitôt dans le combat politique. Mais lui ne rejoint pas les rangs des terroristes. Il a lu Marx en allemand dans le texte. Il croit en la lutte des classes avec une première étape de la révolution menée avec la bourgeoisie, puis une seconde suscitée par le soulèvement des masses populaires. L'objectif n'est pas seulement d'abattre le régime, mais bien de le remplacer, de prendre le pouvoir. Vladimir participe à la création d'un petit groupe social-démocrate. Il réfléchit, théorise, lit et écrit beaucoup. Et il prépare un journal clandestin, Rabotchaya Gazeta, le journal ouvrier dont il a rédigé lui-même tous les articles. Ça y est, le premier numéro va paraître. Mais patatras, le 9 décembre 1895, la gendarmerie débarque, le matériel est saisi, tout le monde arrêté. L'histoire se répète. Après Alexandre l'aîné, c'est Vladimir qui part en prison. Il a 25 ans. 3 années ont passé et en mai 1898, une lettre de Sibérie vient d'arriver chez les Oulyanov. « Je vis bien ici », leur écrit Vladimir. « J'ai appris à connaître les chasseurs locaux et je suis allé chasser avec eux. J'ai commencé à me baigner. À part la chasse et la natation, je passe la plupart de mon temps à marcher. Il ne me manque que les journaux. J'espère que je les recevrai bientôt. » Oui, après 14 mois de prison, le jeune révolutionnaire a été condamné à 3 ans de relégation en Sibérie. Mais c'est un bonheur de comploteur. Non seulement il peut rencontrer d'autres exilés politiques, mais il consacre son temps à étudier, à écrire des articles et des pamphlets qui sont publiés à l'étranger. Vrai conjuré professionnel, il utilise des codes secrets dans ses lettres et maîtrise l'utilisation de l'encre sympathique. Grâce à l'argent que lui envoie sa mère, il mène la belle vie, ne se prive de rien. Il a même fait venir sa camarade de lutte et fiancée, Nadejda Krupskaya, Nadia, qu'il épouse sur place. Il joint ainsi l'utile à l'agréable. Celle qui sera toujours sa plus fervente supportrice fait aussi office d'assistante. La belle-mère arrive également pour s'occuper du ménage. Vladimir, adepte des activités de plein air, commande même un superbe fusil de chasse qu'il reçoit à temps pour son 29e anniversaire. La police du tsar est bien indulgente. Comme le note dans son ouvrage l'historien Alexandre Zumpf, qui est notre invité aujourd'hui, pourrait-on imaginer quelques décennies plus tard le NKVD soviétique laissait un déporté recevoir un fusil par la poste. En 1900, l'exil doré sibérien achevé, Vladimir Ilitch continue le combat. Il quitte la Russie et part à la rencontre des figures russes et européennes de la social-démocratie. On le voit en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en France. Il n'y va pas pour faire de la figuration. Il crée un journal L'Étincelle pour promouvoir ses idées. Mais surtout, il participe au débat, à sa manière.
systématiquement intransigeante. Il réclame sans cesse l'unité du parti, mais seulement si c'est derrière sa propre vision. En 1902, il lance une petite bombe en signant le pamphlet « Que faire ?» Selon Lénine, c'est son pseudonyme depuis l'année précédente, sans doute une référence à la Léna, le fleuve sibérien. Selon Lénine, donc, éduquer les ouvriers pour qu'ils acquièrent une vraie conscience de classe ne serait pas productif. Ceux-ci, spontanément, seraient trop facilement enclins à faire des compromis pour améliorer leurs conditions, à faire du syndicalisme, en somme. Non, pour organiser la révolution, Lénine affirme qu'il faut se remettre à un parti clandestin rassemblant une élite, un petit nombre de révolutionnaires professionnels qui seront l'avant-garde éclairée de la lutte et guideront les ouvriers et les paysans. L'année d'après, en 1903, les sociodémocrates russes en congrès se déchirent. Face à Lénine, Julius Martov, ancien camarade des années pétersbourgeoises, croit quant à lui en un parti de masse qui laisserait l'initiative à la base. Martov reçoit le soutien d'un brillant nouveau venu, Léon Trotsky, au formidable talent d'orateur. Lénine est mis en minorité, comme il le sera souvent. Par un tour de passe-passe en fin de congrès, sa faction prendra toutefois le nom de bolcheviks, qui signifie majoritaire, contre les mencheviks, les minoritaires de Martov. Lénine est battu, mais pas abattu. Le parti se renforce en s'épurant, a-t-il écrit. L'esprit de Lénine est une machine, mais le corps a des faiblesses, surtout après un revers. Chaque fois, il se ressource dans de longs séjours en pleine nature. Avec Nadia, il randonne 2 mois entiers dans les Alpes suisses, plus de 400 kilomètres. Une autre fois, ils vont se mettre au vert dans l'ouest de la France, à Pornic, où il s'initie à la pêche à la crevette. Il revient chaque fois regonflé à bloc pour affronter les querelles idéologiques, les ruptures et les ralliements, les espoirs déçus aussi, avec l'échec d'une première révolution russe en 1905, sévèrement réprimée. Partout où il séjourne, Lénine a d'abord besoin de livres. À Paris, où il réside entre 1908 et 1912, on le voit souvent à vélo du côté de la rue de Richelieu, où se trouve la Bibliothèque nationale, l'un de ses repères favoris. C'est à Paris aussi qu'il va conquérir le cœur d'une brillante féministe française, Inessa Armand, qui rejoint sa garde rapprochée. 100 ans après, les historiens débattent encore pour savoir si elle fut, oui ou non, sa maîtresse, mais la politique reste sa priorité. À Longjumeau, au sud de la capitale, il crée une école pour former les cadres de son petit parti, la fameuse avant-garde de la Révolution. Il bûche, il écrit, il débat, mais de congrès en conférence, dans les faits, rien n'avance vraiment. Rien n'avance jusqu'à ce beau jour de 1917 où une nouvelle fracassante arrive de Russie. Ça y est, la révolution a éclaté là-bas et cette fois c'est la bonne. Le tsar a abdiqué en quelques jours, tout le pays est en ébullition. Lénine, installé à Zurich, tombe des nues. Ça s'est fait sans lui et il n'a rien vu venir. Mais il sait tout de suite ce qu'il a à faire. Vite, il doit rentrer en Russie pour mettre enfin en œuvre ses idées. Il lui reste cependant à traverser l'Europe à feu et à sang. Nous sommes en avril 1917. Un train file dans la nuit à travers l'Allemagne en guerre. Derrière la locomotive, un seul wagon. À l'intérieur, des passagers chantent et bavardent bruyamment. Mais d'un compartiment, un homme en rogne surgit soudain, leur ordonne de se taire. Il gêne son sommeil. L'homme rédige aussitôt une série de règles pour le voyage. Sommeil à heure fixe et système de tickets pour l'accès aux toilettes. Personne ne moufte. On craint les colères du chef. Lénine, puisque c'est évidemment de lui dont il s'agit, le cerveau, a besoin de tout son confort. Un mois plus tôt, en mars 1917, Lénine a négocié avec Berlin de pouvoir traverser son territoire dans un train spécial pour rentrer dans son pays. L'Allemagne, qui affronte l'armée russe depuis 3 ans, a fait un calcul. Lénine, contre la majorité des sociodémocrates, professe l'arrêt de la guerre. Il incite les travailleurs de tous les pays à refuser de se battre les uns contre les autres, à se retourner plutôt contre leur gouvernement. Pour les Allemands, c'est du pain béni. En l'aidant à rentrer alors qu'une révolution vient d'éclater en Russie, il parie sur une paix rapide et avantageuse sur le front Est. Et ils y croient tellement qu'ils financent le parti bolchevique. Quand il débarque à Petrograd, c'est le nouveau nom de Saint-Pétersbourg qui sonnait un peu trop germanique, Lénine reçoit un accueil grandiose de ses partisans au son de la Marseillaise. Au passage, il a changé de look. Oublié le chapeau mou qui lui donnait un air de petit bourgeois, le voici désormais coiffé d'une casquette de marin. Ça fait plus ouvrier. C'est ainsi qu'on le connaîtra désormais. Ses supporters l'acclament, mais pour le reste, personne ne l'attend. Un gouvernement provisoire est au pouvoir,
qui réunit des partis libéraux et qui est soutenu par la majorité des socialistes, dont ses rivaux mencheviks. Mais Lénine affiche rapidement sa différence. Il réfute toute alliance avec les partis bourgeois. Soyons clairs, affirme-t-il dans ses thèses d'avril, publiées dans la Pravda, l'un des nombreux journaux qu'il édite grâce aux fonds allemands. Soyons clairs, nous devons passer tout de suite à la deuxième phase de la révolution. Le gouvernement provisoire n'est pas légitime, il faut le renverser. En lieu et place, Lénine proclame tout le pouvoir aux soviets. Les soviets, ce sont ces assemblées d'ouvriers, de soldats et de paysans qui se sont créées dans tout le pays. Les bolcheviks vont sans répit y étendre leur influence. Dans celui de Petrograd, le plus important, les discours enflammés de Trotsky font merveille. Durant plusieurs mois, Lénine mène une intense bataille de propagande, y compris dans son propre parti, où il ne fait pas l'unanimité. Il manque même d'être arrêté. Après tout, il prône ouvertement une insurrection. Il doit fuir et se cacher un temps dans des marais, en Finlande. Mais la guerre qui continue contre l'Allemagne, de plus en plus impopulaire, lui fait gagner des points. Son intransigeance fait peur, mais séduit également, tant la situation du pays est désastreuse. Enfin, le 25 octobre 1917, le fruit est mûr. Lénine lance son coup de force pour prendre le pouvoir. À 10h du matin, il rédige seul un télégramme qui sera lu partout sous forme de proclamation. Le gouvernement provisoire a été déposé. Le pouvoir étatique est passé entre les mains de l'organe du Soviet des députés ouvriers et soldats de Petrograd, la cause pour laquelle le peuple a combattu, la proposition immédiate d'une paix démocratique, l'abolition de la propriété foncière, le contrôle ouvrier de la production, l'établissement d'un gouvernement soviétique. Cette cause est assurée. Vive la révolution des ouvriers, des soldats et des paysans. À l'heure où ce message est diffusé, rien de tout cela n'a encore eu lieu. Mais c'est encore une habile manœuvre de Lénine le stratège, comme une prophétie auto-réalisatrice. À Petrograd, face aux ouvriers et soldats dirigés par des militants bolcheviques déterminés, les résistances peinent à s'organiser. Le gouvernement provisoire s'écroule rapidement. Lénine a 47 ans et l'objectif de toute une vie est à portée de main. Il est aux commandes avec un nouveau monde à inventer. La tâche est immense, le temps est compté. Il lui faut aller vite. Lénine applique immédiatement son programme. Il gouverne par décret. Des élections ont bien désigné une nouvelle assemblée constituante, mais les bolcheviks n'y ont pas la majorité. Qu'à cela ne tienne, l'assemblée a le temps de se réunir une journée, puis elle est dispersée le lendemain. Voici le temps de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire celle du parti autoritaire et ultra-hiérarchisé. Celui qui se nomme toujours Vladimir Ilitch n'avait pas caché son jeu. En période révolutionnaire, avait-il déclaré en juillet, la volonté de la majorité ne compte pas. Ce qui importe, c'est une minorité mieux organisée, plus consciente, mieux armée, qui s'est imposée sa volonté à la majorité et vaincre. La méthode est claire. Et pour Lénine, la Russie n'est qu'un début. C'est la révolution mondiale qu'il vise. Lénine, c'est l'histoire d'un homme d'une grande intelligence, très cultivé, qui consacra son énorme capacité de travail pendant toute son existence à un objectif unique, faire advenir un monde meilleur, une société sans classe, où l'homme n'oppresserait pas plus son semblable. Mais dans ces données, il n'y avait pas la compassion. En octobre 1917, Vladimir Ilitch est au pouvoir. Enfin, il a quitté les salles de lecture des bibliothèques, le voici aux prises avec la réalité. Rapidement, le ton est donné. Impitoyable. La censure est rétablie, les partis d'opposition interdits, de nombreux dirigeants arrêtés. En décembre, la Tchéka est créée, la redoutable police politique de Dzerzhinsky. Un an plus tard, elle est passée de 120 collaborateurs à plus de 30 000. Le seul été 1918, tandis que toute la famille impériale est assassinée, on estime que la Tchéka a éliminé sans jugement environ 15 000 personnes. Plus tard, elle sera renommée GPU, puis ce sera le NKVD. La terreur rouge, avec ses exécutions de masse et ses goulags, devient la marque de fabrique de l'URSS. La violence, Lénine, l'intellectuel, l'assume parfaitement. Ses directives, qu'il rédige en 1918 pour mater une révolte de paysans à 500 km de Moscou, sont éloquentes. L'intérêt de la révolution tout entière exige, assène-t-il, que l'on fasse un exemple. 1. Pendre sans hésiter, que tout le monde le voit, pas moins d'une centaine de gens connus comme Koulak, c'est-à-dire des paysans riches. 2. Publier leurs noms. 3. Leur enlever tout leur blé. 4. Désigner des otages. Le guide bien-aimé rédige d'innombrables messages du même genre. Les faits pourtant se plient difficilement à la théorie.
Le pays plonge dans la guerre civile, l'espoir bientôt s'évanouit d'une révolution mondiale. Le régime, assiégé d'ennemis, en est réduit à lutter pour sa survie. La paix séparée avec l'Allemagne, signée à Brest-Litovsk en mai 1918, provoque la perte de l'Ukraine, le grenier à blé du pays. Une terrible famine ajoute au chaos. Lénine, enfin, finit par adapter sa vision politique à la réalité. La nouvelle politique économique qu'il décrète en 1921 rétablit une part d'économie de marché et sauve la jeune URSS. Ce sera son legs ultime. La maladie l'écarte bientôt du poste de commandement, mais la machine qu'il a mise en place fonctionnera pour un autre homme de fer, pur et dur, dont il dénonçait la brutalité peu avant, va s'asseoir sur le trône de dictateur qu'il s'était taillé. Et Staline, lui, y restera 25 ans, avec un bilan meurtrier à la mesure de cette longévité, mais un bilan qui est aussi l'héritage de Lénine, son modèle et son maître. Europe 1, historiquement vôtre. Alexandre Zumpf, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Vous publiez donc une nouvelle biographie de Lénine aux éditions Flammarion. Dans le prologue, vous écrivez « Beaucoup a été écrit par Lénine sur Lénine contre Lénine ». Quelle est votre ambition à travers votre ouvrage ? Réhumaniser le symbole ? Alors d'abord, c'est raviver la mémoire d'un personnage qui est à la fois un personnage très très typique de la Russie de la fin du 19e siècle, de cette bourgeoisie révolutionnaire que vous avez très bien décrite, et aussi un personnage exceptionnel par ses dons et qui a su, dans des circonstances exceptionnelles, faire valoir ses dons et ce talent pour l'organisation et poursuivre jusqu'au bout sa révolution. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une actualité qui est celle de ce débat autour des statuts de Lénine dans l'espace ukrainien en guerre, et donc le fait que Lénine a cette actualité, peut-être étonnante pour nous aujourd'hui, non pas l'actualité d'un penseur, mais l'actualité effectivement d'un symbole. Et puis c'est redonner à Lénine, en quelque sorte, sa personnalité. Souvent dans les biographies, on trouve beaucoup de pages autour de ce qu'il a fait en tant que dirigeant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur qui il s'appuyait, quelles étaient ses relations. Au fond, que c'était un homme, avant d'être un révolutionnaire, même s'il a mis de côté beaucoup d'aspects matériels, concrets, pragmatiques, et pas tout le temps, parce qu'il est toujours à la recherche d'argent, par exemple, pour mener son activité politique. Voilà. Donc c'est, in fine, retracer l'histoire d'un homme, et aussi raconter l'histoire de la Russie de cette époque-là, comment la Russie de cette époque-là a rendu possible un phénomène tel que celui de Lénine. Alexandre Zumpf, la question posée dans le premier chapitre de cette nouvelle biographie de Lénine que vous publiez est la suivante. Comment devient-on révolutionnaire ? Alors, je vous pose la question, quels sont les principaux facteurs qui ont conduit Lénine à devenir révolutionnaire ? Lénine appartient à un milieu bourgeois, intellectuel, réformiste, qui n'est pas foncièrement opposé au tsarisme, mais qui ambitionne une libéralisation. Il navigue en province, dans une petite ville, où il y a un certain nombre de relégués, qui sont des révolutionnaires, mais des révolutionnaires bon teint, un petit peu de salon, ces fameux narodniki, ces populistes qui croient très fermement, comme on le fait à l'époque en Russie, que la solution de la révolution réside dans le peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est bien la voie que prend par exemple le frère aîné de Vladimir Ilitch, à savoir Alexandre Ilitch. En 1887, donc le frère de Lénine dont on parle, Alexandre, est exécuté pour avoir comploté en vue d'assassiner le tsar Alexandre III. Cet événement a-t-il influencé les idées de Lénine, renforcé son engagement en faveur de la révolution ? Et donc, il a basculé dans l'anti-tsarisme. Non, je ne crois pas. Je pense que d'un certain côté, évidemment, ça a été un traumatisme. Dans un autre plan, c'est une chance pour Lénine. En fait, il avait un aîné devant lui qui était très charismatique, aussi talentueux que lui. Et là, tout à coup, il devient, après aussi la disparition de son père, que vous avez rappelé l'année précédente, il devient l'homme de la famille. Et donc, toute la famille se restructure autour de lui et se restructure pour l'aider dans sa quête révolutionnaire. Mais assez rapidement, dès les 2 années suivantes, il rompt avec le populisme de son frère et par la lecture du Capital de Marx et du manifeste du Parti communiste, eh bien, il se fait social-démocrate. Alors, est-ce que son grand frère serait devenu lui-même social-démocrate, comme l'a été d'ailleurs la grande sœur de Lénine ? C'est très probable, mais l'avantage de devenir numéro 1, c'est que vous avez le quartier libre et la voie grande ouverte. La formation intellectuelle de Lénine, la construction de ses idées révolutionnaires se font dans un contexte de lente érosion du tsarisme.
à la fin du 19e siècle. Quelle critique fait-il de l'Empire russe et de ses dirigeants ? Alors, de ces dirigeants, on va dire que la cause est entendue depuis assez longtemps, et notamment depuis l'échec des réformes d'Alexandre II, dit le libérateur, qui a certes libéralisé l'économie rurale, mais avec un grand échec, parce que ça a été mal fait, ce serait trop long d'expliquer, mais qui s'est refusé à faire passer l'autocratie à un système de monarchie constitutionnelle, comme le voulait un certain nombre de ses conseillers. Donc ça, c'est entendu. En revanche, et c'est ça qui est un peu particulier dans la formation de Lénine, c'est que au moment où on lui interdit de faire des études, il se plonge dans l'étude de l'économie rurale de la Russie, et en fait, il devient un grand spécialiste de l'économie paysanne. Et il se rend compte que, contrairement à l'idéalisation de la part des populistes, il y a des classes sociales dans la paysannerie. Ce n'est pas un tout, ce n'est pas le peuple, ce sont des petits peuples, et que ces classes sociales créent de la lutte de classe, et que c'est grâce à ces éléments de lutte des classes, et c'est là qu'on va arriver à cette théorie du kulak, en quelque sorte, que va pouvoir surgir la révolution. Et ça, c'est une rupture par rapport à Marx, qui écrivait, lui, 40 ans, 40 ans auparavant, dans une Allemagne déjà très fortement industrialisée, où finalement la paysannerie n'avait plus de rôle à jouer, plus de rôle historique et plus de rôle social. En 1917, évidemment, il y a un tournant, c'est l'année de la Révolution russe. Pour vous, c'est 1917 qui a fait Lénine, il a saisi simplement l'occasion. Alors, c'est plus que ça, c'est-à-dire que Lénine, en 1917, c'est un has-been. Personne ne le connaît en Russie, quasiment. Peu de personnes le connaissent en Occident, et ceux qui le connaissent pensent pique-pendre de lui, non seulement par ses prises de position, tout son talent pour les guerres picocolines, mais aussi parce qu'il a osé réunir 2 fois un congrès, une fois à Zimmerwald et une autre fois à Kiental, les 2 fois en Suisse, pour proclamer la paix mondiale et demander aux armées de cesser les combats. Et lui-même n'y croit plus du tout. Et j'ouvre mon livre par une citation assez célèbre d'un discours de fin janvier à Zurich, où il dit qu'il ne verra pas, lui, la révolution, mais qu'il espère que la jeune révolution la verra. Et puis cette révolution arrive, et en fait, il va opérer une transformation en une année. Et c'est pour ça que l'originalité de mon ouvrage, je pense aussi, c'est de faire un balancement entre l'année 1917, des grands épisodes, et puis des retours sur sa vie précédente, et aussi des flash-forward sur sa vie future, et même sa vie après la mort. Alexandre Zoum, à partir de 1917, dans quelle mesure Lénine invoque-t-il le souvenir de la Révolution française ? Parce que c'est vrai, certains l'ont comparé à Robespierre. Alors, c'est vrai qu'on l'a comparé à Robespierre, et celui qui l'invoque plus, en réalité, ce sera Trotsky, après la mort de Lénine, craignant un tournant vers la terreur. Bon. Lénine, lui, sa référence reste Marx, et la lecture, l'analyse par Marx de l'échec de la Commune. Et on sait qu'après son coup d'État, donc du 25 octobre, et dans notre calendrier du 6 novembre, chaque jour, il compte, et qu'il sable le champagne, si toutefois il y avait eu du champagne à l'époque, le jour où il dépasse le nombre de jours qu'a duré la Commune de Paris. Donc c'est vraiment son modèle. Le modèle d'une insurrection à la fois populaire, mais en même temps armée. D'un autre côté, il voit bien les dérives possibles, et il s'attache toujours à faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul parti, justement pour que la révolution fasse bloc, et ne s'effondre pas de l'intérieur d'elle-même. À partir de 1917, donc il prend le pouvoir, quel type de leader devient-il ? Mais il reste tout à fait le même leader, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui estime avoir toujours raison, mais d'un autre côté, quelqu'un qui veut convaincre les autres qu'il a raison. Et ça, c'est peut-être l'une des grandes différences avec Staline. Staline ne se donnait pas la peine de convaincre, il suggérait et il attendait que tout le monde s'entre-déchire. Lénine, il veut l'emporter dans le débat. Et il est prêt à tous les arguments, y compris un argument qu'il a répété un certain nombre de fois, notamment pour décider de l'insurrection dans la soirée du 10 octobre, à savoir, si c'est comme ça, je démissionne, je redeviens un militant et je vais retourner le parti contre vous. Donc c'est retenez-moi ou je fais un malheur. Alors ça, c'est la chose. Il a un certain nombre de chouchous aussi, alternatifs, de personnes qu'il arrive à solliciter en fonction des qualités qu'il perçoit chez eux et aussi de leurs défauts, et à envoyer dans tel et tel combat en son nom, et toujours avec l'étiquette de nous sommes les envoyés de Lénine. Donc il arrive à la fois à être unique et en même temps à suffisamment déléguer pour que, en quelque sorte, il soit incontestablement le leader. Et celui qui le conteste le plus, au fond, tout au long de ces années, à l'intérieur du parti bolchevique, c'est Kamenev. Kamenev qui avait une grande aura intellectuelle, et Kamenev, lui, qui était plutôt partisan d'un accord avec les autres partis socialistes et d'un gouvernement
socialiste. Bon, Kamenev est viré du parti à la fin 1917 avec son adjoint Zinoviev. Finalement, on les réintégrera un an plus tard, après que cette résistance interne a été brisée. Un mot sur les femmes qui entourent Lénine. Son épouse, Nadejda Krupskaya, et la militante communiste Inessa Armand, pour ne citer qu'elle, sont des figures incontournables de son parcours. Alors, d'abord, et ça c'est peut-être l'apport de l'historiographie de ces dernières années, on a eu, vous avez dit tout à l'heure que c'était sa fidèle assistante, ça c'était ce qu'on a longtemps pensé. En fait, Krupskaya, Inessa Armand, et puis la première ministre femme de tous les temps, Alexandra Kollontai, donc, ce sont d'authentiques révolutionnaires. Ce sont des révolutionnaires à la fois social-démocrates, féministes, qui ont chacune une spécialisation. Par exemple, la spécialité de Krupskaya, c'est la pédagogie ouvrière et aussi la pédagogie pour les enfants. Et elle occupera de très très hautes fonctions, non pas parce qu'elle est l'épouse de Lénine, mais parce qu'elle a la compétence pour le faire. Donc, ce sont des vrais révolutionnaires, ce sont des révolutionnaires en qui Lénine peut avoir confiance et qui ont une confiance aveugle en Lénine. Et en quelque sorte, elle crée, je pense, une sorte de biotope autour de lui, d'écosystème qui le raffermit. Peut-être que s'il avait été vraiment tout seul, sans doute il n'aurait pas eu la possibilité de tenir le coup, comme il l'a fait, de tenir physiquement et de tenir surtout moralement. Vous avez parlé de sa belle-mère, il y avait aussi sa propre mère, et puis donc toutes ces femmes, mais qui n'étaient pas ses servantes, qui étaient en fait des compagnons de lutte, et qui ont ensuite occupé de très grandes fonctions dans les premiers gouvernements bolcheviques. Alors, je l'ai raconté, Lénine meurt le 21 janvier 1924 à l'âge de 53 ans, affaibli par la maladie. Comment, dès l'annonce de sa mort, sa figure est-elle instrumentalisée par le régime qu'il a mis en place ? Alors, c'est la maladie, mais c'est aussi, il faut le rappeler, il a été victime d'un attentat très grave le 30 août 1918. Plusieurs balles ont traversé son corps, dont deux dans le cou. Et on estime que c'est aussi une des conséquences, une des causes directes. Donc, c'est instrumentalisé. D'abord, on se rend compte qu'il y a une véritable foi populaire qui tient à la fois à la propagande bolchevique, qui a eu lieu justement depuis cet attentat, mais aussi à une tradition multiséculaire en Russie, qui est celle du culte des chefs, du culte des tsars, et aussi du culte des saints. Et il se trouve qu'on est en janvier. Il se trouve que le froid est vraiment très cinglant. Et que, dans la plus pure tradition chrétienne, le corps de Lénine ne pourrit pas, ne se corrompt pas. Et donc, certains commencent à dire, c'est un saint. C'est peut-être pas le saint orthodoxe, mais c'est un saint. Et puis, la température finit par se réchauffer, les teintes du corps prennent un aspect assez peu ragoûtant, l'odeur aussi commence à être assez dérangeante dans le mausolée temporaire en bois de l'époque, et là on décide soit de le congeler, le problème c'est qu'il y a des problèmes d'électricité, on ne sait plus trop bien quoi faire, et finalement un scientifique arrive en disant moi j'ai un processus non pas de momification qui est de dessèchement, mais au contraire d'embaumement, c'est-à-dire de conserver Lénine dans son apparence, grâce à une balsamisation à base de paraffine, etc. Et on a donc ce corps qui est un corps symbolique, qui est un corps qu'on peut venir honorer, et puis de l'autre côté, il y a une diffusion extraordinaire de la pensée de Lénine, sous toutes ses formes, sous forme de slogans, parfois vidés de tout leur sens. Tous les discours désormais commencent par des citations de Lénine, que ce soit des discours de grands dirigeants ou des discours de petits instituteurs à la campagne. Son image est multipliée à l'infini, et donc, dans un art de la propagande particulièrement consommé, il sature l'espace physique et il sature l'espace mental des soviétiques. Aujourd'hui, 100 ans après, dans l'espace public russe, qu'est-ce que représente Lénine ? Eh bien, Lénine est encore très présent, notamment en province, par l'intermédiaire de ses statues, par l'intermédiaire de la toponymie, nombre d'avenues Lénine. Souvent, il y a une statue de Lénine sur la place centrale, et il fait partie de ce folklore national un petit peu oublié, comme toutes les écoles Victor Hugo en France. Bon, alors vous allez me dire qu'on lit encore Victor Hugo alors qu'on ne lit plus Lénine. C'est vrai. Mais sur le plan idéologique, non, on n'a jamais remis en cause ce qu'a fait Lénine. Bien sûr que si, et aujourd'hui, Vladimir Poutine, dans son discours dans la nuit du 23 au 24 février 2022, avant l'agression de l'Ukraine, a accusé Lénine d'avoir créé artificiellement l'Ukraine, alors que ce n'est pas vrai. Lénine, au contraire, s'est bien gardé de créer un État à part. C'est plutôt ce qu'a fait d'ailleurs Staline, qui est l'idole de Poutine. Donc Lénine et les bolcheviks sont considérés comme le mal absolu en Russie, alors que, ça va vous paraître bizarre, mais c'est très logique dans la logique russe, Staline et les communistes,
qui ne sont pas la même chose que les bolcheviks, sont considérés comme les grands restaurateurs de l'État russe, les grands continuateurs et les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Lénine, bolchevique, mauvais, agent de l'étranger, agent qui a essayé de mettre à bas la Russie avec l'argent des Allemands, en plus avec des origines juives très très lointaines, donc théorie du complot. Et de l'autre côté, Staline, le grand géorgien certes, mais continuateur de la Russie. Merci beaucoup Alexandre Zoum de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Lénine, le guide de la révolution russe. Je rappelle que Lénine, la passionnante biographie que vous lui consacrez, est parue aux éditions Flammarion. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Philippe, sociétaire pro et entrepreneur à Dijon, a dit: Quand on a créé notre entreprise, on avait la volonté d'avoir un assureur qui comprenne ce que l'on fait. Et on a trouvé avec la Massif et avec notre conseiller pro, quelqu'un qui a très vite compris ce dont on avait besoin. Aujourd'hui, on a la conviction qu'ils vont pouvoir nous accompagner longtemps. On a les mêmes convictions, Philippe. La Massif assure et accompagne les pros. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.